Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Heureux de vous retrouver avec une pensée particulière pour tous ceux à travers le monde qui ont subi les conséquences de cette épidémie dans leur santé ou dans leur emploi. Quel sera le monde d'après? Jusqu'où ce virus qui a dévasté nos économies fera-t-il bouger les équilibres internationaux? Au sommaire, la rivalité entre la Chine et les États-Unis, elle s'est exacerbée durant cette pandémie, mais qui en sortira le plus fort? La crise sanitaire et ses conséquences sociales mettent les États au défi. Quels régimes politiques résisteront-ils le mieux? L'Union européenne sera-t-elle capable, encore une fois, de rebondir? Nous irons en Afrique, relativement épargnée par l'épidémie. Notre chronique de Bamako au Mali, le virus n'y est pas la préoccupation principale. D'abord, il faut subvenir à ses besoins. C'est un choc aussi violent qu'inattendu qui secoue la planète. Inattendu, mais pas imprévisible. Preuve en est cette conférence de Bill Gates. Voici ce que le patron de Microsoft nous disait il y a 5 ans déjà. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Tout aussi prophétique, il y avait eu ce rapport publié par les services de renseignements américains il y a 12 ans. Le scénario d'un virus qui dévasterait le monde à l'horizon 2023 y est décrit avec une folle précision. Un virus d'origine animale, peut-on lire, qui partirait de Chine ou en Asie du Sud, dans une région à forte densité où les populations vivent en grande proximité avec le bétail. Des experts internationaux, des essayistes aussi, nous avaient donc avertis de la menace, mais nous n'étions pas préparés. Avec des États égoïstes qui se replient sur eux-mêmes, un système international divisé, pas de vaccin pour combattre ce virus, quelques-unes de nos libertés fondamentales suspendues, et au bout du compte, surtout, un cataclysme social et économique dont l'ampleur reste à mesurer. Toutes les crises, celle du pétrole en 73, la chute du mur de Berlin, l'effondrement de la finance en 2008, ont laissé des traces. Cette crise massive et brutale secoue déjà le système international en commençant par aggraver la confrontation entre Pékin et Washington. En 3 mois, la Covid a tué aux États-Unis près de 100 000 personnes, davantage que tous les soldats tombés au Vietnam. 35 millions d'Américains ont perdu leur emploi jusqu'ici, une courbe jamais vue depuis la Grande Dépression des années 30. Pour Donald Trump, tout est la faute de la Chine. C'est le virus chinois qui est responsable de ce cataclysme. Et non, ce n'est pas du racisme, s'est-il défendu. I have to call it where it came from. It did come from China, so I think it's a very accurate term. Le président enfoncera le clou en retirant le soutien financier des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, coupable à ses yeux de s'être mise sous la botte du régime de Pékin. And defended the actions of the Chinese government, even praising China for its so-called transparency. I don't think so. Trump attaque pour mieux masquer sans doute ses erreurs et les dysfonctionnements de son administration, incapable au début de faire face à l'épidémie. Le pouvoir chinois a répondu du tac au tac aux accusations de Washington. Les politiciens américains n'ont qu'un objectif, masquer leurs mensonges et leurs faiblesses dans la prévention et le contrôle de cette épidémie et détourner ainsi l'attention du public. Le 10 mars déjà, le président Xi Jinping s'était rendu à Wuhan, foyer de l'épidémie, pour proclamer la victoire de la Chine sur le coronavirus. La propagande chinoise tourne à plein régime et la Chine victorieuse peut délivrer ses masques que le monde entier s'arrache. Plus de 30 milliards ont été exportés. Fin avril, en mer de Chine, des navires de guerre américains se sont frottés de près à la flotte chinoise. Et les hostilités verbales ont repris de plus belle. Début mai, le secrétaire d'État Mike Pompeo avance, sans fournir la moindre preuve, que le virus serait parti de l'Institut de virologie P4 de Wuhan. Assertion totalement absurde et malsaine, riposte le ministère chinois des Affaires étrangères. Et sur les réseaux sociaux en Chine, la thèse se répand que le virus aurait été importé par des soldats américains au mois d'octobre déjà, lors des Jeux mondiaux militaires organisés à Wuhan. Des ultranationalistes fanatiques en appellent même à la guerre contre les États-Unis.
Avec la Covid, ce n'est plus de la méfiance, mais une franche hostilité qui s'installe entre Pékin et Washington, avec en prime une élection présidentielle américaine en novembre. Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Bruno Tertrais, le ton monte chaque jour un peu plus entre Pékin et Washington. Jusqu'où pensez-vous que peut aller cette confrontation? Ça peut aller assez loin, quoique à mon avis, pas jusqu'à l'affrontement militaire. Ni Washington ni Pékin ne veulent une guerre, évidemment. Mais je crains que cette escalade des mots, cette escalade des sanctions, peut-être, puisse aller encore assez loin, et ce, quel que soit le président américain. N'imaginons pas qu'un président Biden, par exemple, au mois de janvier prochain, signerait une sorte de trêve avec la Chine. L'idée selon laquelle la Chine est désormais plus qu'un concurrent, mais désormais un adversaire, est une idée très consensuelle aux États-Unis. C'était déjà le cas avant la crise de la Covid-19, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Et comme pour beaucoup d'autres tendances mondiales, la Covid-19 a joué un rôle d'accélérateur, a intensifié des tensions qui existaient déjà auparavant. Alors je sais que vous n'aimez pas jouer les devins, mais est-ce que vous ne pensez pas que peut-être Donald Trump est en train de manquer sa réélection? S'il s'agit de dire peut-être, je ne peux qu'acquiescer. Bien sûr, il peut ne pas être réélu, mais je serais extrêmement prudent quant au scénario de novembre 2020, car souvenons-nous qu'à l'été 2016, nous étions très nombreux, pas pour ce qui me concerne, mais en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui disaient que Donald Trump ne pouvait pas être élu. Et donc, je crois que ceux qui disent aujourd'hui qu'il ne peut pas être réélu devraient se méfier et se souvenir de leur propre pronostic d'il y a 4 ans. Je crois qu'il peut tout à fait être réélu. Il est en train de consolider sa base, qui lui reste très fidèle. Et toutes ces outrances que l'on voit dans les médias, y compris ces jours derniers, toutes ces outrances ne font que consolider sa base. Il peut tout à fait être réélu en novembre 2020. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Alors, je sais que c'est facile de dire ça, mais en tout cas, gardons-nous de pronostics sur l'élection à ce stade, d'autant plus que la crise de la Covid-19 a véritablement créé une situation encore plus mouvante et encore plus incertaine qu'il y a 4 ans. On lit parfois, même assez souvent, que cette crise pourrait être le moment du grand basculement du monde où la Chine prendrait le leadership. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je pense que la Chine va souffrir a posteriori de sa gestion de la crise de la Covid-19. La Chine est tout de même, d'abord, il faut le rappeler, le pays d'où est originaire cette pandémie. On verra de plus en plus qu'elle a trop tardé à sonner l'alarme, à donner l'alerte. On verra aussi qu'elle a procédé à une propagande diplomatique absolument éhontée avec des mensonges absolument inouïs ces derniers mois pour essayer de contrebalancer les accusations occidentales et notamment américaines. Donc je crois que l'image de la Chine va en sortir très écornée. Sauf si c'était en Chine qu'on découvrait un vaccin contre le SARS-CoV-2, contre le coronavirus. Si, alors, et seulement si, à mon sens, le vaccin venait de Chine, alors, effectivement, la Chine, l'aura de la Chine dans le monde de l'après-Covid pourrait être totalement transformée. Mais je ne crois pas que nous soyons à la veille d'un basculement général de l'Occident vers l'Asie. Vous savez, cette idée de basculement vers l'Asie, on en parle depuis bientôt 30 ans. Même si cette crise, tout de même, a révélé les faiblesses du modèle américain, non? Il y a aujourd'hui plus de 35 millions de chômeurs, bientôt 100 000 morts. C'est vrai, le modèle américain a ses faiblesses et on les constate en particulier dans des crises telles comme celle-ci. Mais il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. La première, c'est que l'Amérique a une extraordinaire capacité de rebond, d'adaptation. Elle s'adaptera à la crise et elle en pourrait même en ressortir plus forte. C'est ce qu'on a pu voir par le passé au cours des 2 derniers siècles. Il ne faut pas oublier non plus
que le modèle américain, même avec ses faiblesses, reste infiniment plus attractif dans le monde que le modèle chinois. C'est en Amérique que les jeunes du monde entier veulent migrer, ça n'est pas en Chine. Et donc je crois que ces atouts structurels, ces deux atouts, capacité de rebondir, capacité de s'adapter et attractivité du modèle en dépit de ces faiblesses que vous soulignez justement, font que l'Amérique a de bonnes chances de rester, à mon sens, le primus inter pares en quelque sorte entre les grandes puissances après la crise de la Covid-19. Et la mondialisation du monde d'après, vous la voyez comment? C'est un grand coup de frein qui est en train de se produire? Je crois que votre expression est bonne. C'est un grand coup de frein. Ça ne veut pas dire la démondialisation, ça ne veut pas dire un vrai retour en arrière, ça ne veut pas dire en revenir au monde de 1990 ou avant. Mais c'est vrai qu'on n'ira sans doute pas plus loin pour longtemps. On n'ira sans doute pas plus loin dans l'intensification des échanges, de la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises. Et on va avoir un coup de frein très sérieux à cette mondialisation. Je ne parlerai pas non plus de régionalisation du monde ou de l'enfermement du monde en différents pôles qui seraient totalement séparés les uns des autres. Mais je crois que votre expression est la bonne. C'est un frein à la mondialisation. Ça n'est pas un retour, ça n'est pas non plus un retour complet en arrière. Alors, avant de poursuivre cet entretien, Bruno Tertrais, je vous propose un tour du monde rapide à travers le prisme de cette pandémie. L'Union européenne, la Russie de Poutine, Bolsonaro au Brésil, mais on commence par Taïwan. Taïwan, c'est province considérée comme rebelle par le pouvoir chinois, mais citée en exemple dans la gestion du Covid-19. C'est un sujet de Mélanie Ohayon ici à Genève, d'Isabelle Horry à Bruxelles et de Michael Pöpker depuis Shanghai. On se retrouve juste après. Alors, la pandémie a remis Taïwan sur le devant de la scène internationale parce que Taipei a géré la crise de manière exemplaire. Elle a prouvé qu'il existait une autre Chine transparente, démocratique, capable, si ce n'est mieux peut-être que Pékin, de gérer la crise du coronavirus. Et ça, c'est venu contrevenir au grand projet de Pékin qui comptait sur le Covid-19 pour mettre en avant son système de gouvernance autoritaire. Ça a remis sur le devant de la scène l'opposition de gouvernance qui existe des deux côtés du détroit de Formose. Et ça déplaît fortement à la Chine au moment où Pékin se débat aussi avec un autre problème, Hong Kong. Hong Kong d'ailleurs où le Parti communiste a profité de la crise du coronavirus pour accroître son contrôle. Il y a eu beaucoup d'arrestations de membres du mouvement pro-démocratique lors du confinement. Et là, en ce moment, politiquement, Pékin reprend la main de manière assez ferme sur le territoire, l'ancienne colonie britannique qui pourrait voir repartir les violences dans les mois à venir. L'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde. À ce jour, 3164 morts du nouveau coronavirus et des hôpitaux submergés par l'augmentation rapide des cas. Narendra Modi ordonnait le 25 mars le confinement strict de 1,3 milliard d'Indiens. Des millions de travailleurs privés de leur emploi ont quitté les grandes métropoles. Un gigantesque exode rural à l'envers. Ici, au moins, nous mourrons de toute façon, soit de faim, soit du coronavirus. Dans ces conditions, mieux vaut rentrer au village. Là-bas, au moins, nos proches pourront nous enterrer dignement. Le Brésil, troisième foyer le plus important au monde. Le pays a dépassé le seuil des 1000 morts par jour. Nous avons dépassé le nombre de morts en Chine. Et alors, je suis désolé, que voulez-vous que je fasse? Je suis un messie, mais je ne fais pas de miracle. Pour le président Bolsonaro, aucune stratégie nationale contre le coronavirus qu'il considère comme une simple grippe. Il limoge même son populaire ministre de la Santé favorable aux mesures de confinement. Son remplaçant, aussi en conflit ouvert avec le président, vient de démissionner. La situation est sous contrôle total. Déclarait le président Poutine lors des bons vœux de la Pâque orthodoxe. Depuis, l'épidémie a pris une tournure catastrophique en Russie. 2837 morts officiellement, mais ces chiffres pourraient être largement sous-évalués. Un double revers pour le maître du Kremlin. Le référendum qui doit lui permettre de rester président jusqu'en 2036 a dû être reporté.
Sursaut ou déclin, l'Union européenne est vraiment à la croisée des chemins. La crise a créé un gouffre entre le nord et le sud de l'Europe. D'un côté, le sud, plus touché, plus endetté aussi, et puis de l'autre, le nord, relativement épargné et dont les finances sont davantage en ordre. Si rien n'est fait, ce gouffre risque de s'agrandir encore et peut-être même de menacer la cohérence de l'ensemble européen. Alors, la France et l'Allemagne ont décidé de réagir en faisant une proposition innovante ces derniers jours. Ils proposent un endettement commun entre les Européens, 500 milliards d'euros, pour financer davantage de solidarité. On saura dans les semaines qui viennent si l'ensemble des 27 pays se rangent derrière cette proposition qui pourrait relancer l'Europe. Cette Union européenne qu'on croyait au bord du gouffre, est-ce qu'elle est en train de rebondir? L'Allemagne est prête aujourd'hui à ouvrir son porte-monnaie, non? L'Union européenne, dans toutes les grandes crises, on prétend qu'elle est au bord du gouffre et à chaque fois, elle parvient à sauter l'obstacle, en quelque sorte, parce que tout simplement, l'Union européenne ne grandit, ne se développe, n'évolue qu'à travers les crises. On l'a vu lors de la crise de l'euro, on l'a vu lors de la crise des migrants. À chaque fois, on prétend que l'Union européenne est moribonde et à chaque fois, elle montre sa capacité à s'adapter. Alors, il ne faut pas parler trop vite non plus. Ce qui est important, c'est que les Français et les Allemands se sont entendus pour qu'il y ait une sorte d'emprunt de la Commission européenne qui soit, non pas, qui soit ensuite mutualisé, dont les dettes seront mutualisées. Ça n'est pas une révolution totale, mais c'est un pas très significatif en avant. Il reste à voir si les deux pays, les deux grandes puissances européennes, l'Allemagne et la France, arriveront à persuader tous leurs partenaires, et c'est encore incertain à l'heure où nous parlons. Mais c'est vrai que là, on a une avancée tout à fait significative, mais qui, moi, ne me surprend pas tellement, car elle est cohérente avec ce qu'il s'est passé depuis 30 ans. L'Union européenne avance au gré des crises, et à chaque fois, ceux qui prétendent qu'elle est moribonde se trouvent pris en défaut. On a vu à travers cette crise une formidable affirmation des États-nations qui se sont posés comme l'ultime rempart, et aussi peut-être pour les crises économiques à venir. Est-ce que c'est une tendance lourde, selon vous ? Oui, il y a une chose que l'Europe ne fera pas disparaître, n'a jamais fait disparaître, elle ne fera pas disparaître, ce sont les États-nations. Et très clairement, dès lors que la santé publique n'était pas véritablement une compétence européenne, ils se sont encore plus affirmés à la faveur d'une crise sanitaire comme celle de la Covid-19. C'est vrai aussi que les tendances au souverainisme sont nombreuses dans les pays européens, qu'il y a une demande de frontières, notamment depuis la crise des migrants entre 2015 et 2017. Donc là, on a des tendances lourdes qui empêcheront sans doute que, hormis sur quelques terrains économiques, budgétaires, financiers, comme on l'évoquait à l'instant, l'Europe avance encore plus dans sa construction d'un espace commun. On peut se demander en particulier si l'espace Schengen, si le système de Schengen de libre circulation sortira totalement intact de la crise. Ça n'est pas encore certain. Au-delà de l'Europe, dans le système international, on a vu quand même aussi un formidable chacun pour soi. Oui, mais cela n'a rien de surprenant. Une crise sanitaire, ça touche la population des pays, et la population des pays, c'est l'un des éléments constitutifs de l'État. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas pour objet de coordonner les politiques sanitaires, elle n'est là que pour alerter, informer et permettre aux États d'échanger les informations. Donc moi, ça ne me surprend pas beaucoup de voir que l'Organisation mondiale de la santé et l'ONU de manière générale n'aient pas eu un rôle plus important. Il reste tout de même que lorsque deux très grands pays, les deux plus grands pays du monde, la Chine et les États-Unis, sont eux-mêmes dans des logiques d'affirmation nationaliste, au-delà du simple souverainiste, et que lorsque ces pays sabotent parfois le travail de ces organisations internationales, et c'est le cas malheureusement pour la Chine actuelle, mais aussi pour les États-Unis actuels, ça n'aide pas ces organisations internationales, en temps de grande crise mondiale, à avoir un rôle plus important. Au moment du bilan final, avantage au régime autocratique autoritaire ou avantage à nos démocraties libérales? Qui va marquer des points?
Je crois que personne ne sortira véritablement gagnant de cette crise et que ce n'est peut-être pas tant une question de régime démocratique versus régime autoritaire. Je crois que c'est surtout les régimes populistes qui vont perdre, car les populistes n'aiment pas la science, ne sont pas à l'aise avec la technologie et ont fait preuve d'une assez faible réactivité dans la gestion de ces crises, encore plus que les régimes ou les pays ou les États non populistes. Sur le long terme, toutefois, je crois que la démocratie reste un meilleur système de gouvernance, y compris pour les crises sanitaires. Nous verrons comment la Chine s'en sort, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait une contestation assez vive qui aura évidemment du mal à s'exprimer, mais une contestation assez vive au sein de la nation chinoise quant à la manière dont cette crise aura été gérée par les autorités de Pékin. Donc à court terme, peut-être petit avantage pour les autoritaires et à long terme, à mon avis, avantage tout de même pour les démocraties. Ce sera déjà ma dernière question. Le continent africain, relativement épargné jusqu'ici par cette épidémie, est-ce qu'il peut renforcer sa position? Est-ce qu'il pourra s'émanciper des influences extérieures? Il y a encore beaucoup d'inconnus sur la manière dont l'Afrique va gérer la pandémie de Covid-19. Il y a deux thèses en présence. Une thèse qui dit ça ne fait que commencer et l'Afrique va connaître avec retard ce que nous avons commencé. Une autre thèse qui dit pour des raisons à la fois géographiques, humaines, climatiques, sanitaires, l'Afrique va peu souffrir de la Covid-19. Si effectivement ce deuxième scénario se réalisait, alors l'Afrique aurait une chance d'émerger un peu plus vite et à mon avis, elle serait aussi probablement fière de ne pas avoir trop souffert dans ce scénario de la Covid-19. Veut-elle véritablement s'émanciper? C'est à elle de le décider. Je crois qu'un des dossiers à suivre véritablement de très près, ça sera les relations futures entre la Chine et l'Afrique, car la Chine va évidemment essayer de profiter de la pandémie pour accroître son influence en Afrique. Nous verrons si les Africains veulent davantage de Chine ou au contraire cherchent à équilibrer leurs relations économiques, humaines, financières, commerciales entre une Chine qui deviendrait peut-être un petit peu trop présente et des Occidentaux qui peut-être seraient désormais un petit peu trop absents. Merci Bruno Tertrais. Puisqu'on vient d'évoquer l'Afrique, je signale la parution de votre livre, Le choc démographique. C'était juste au début de cette pandémie, aux éditions Odile Jacob. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous. L'Afrique, jusqu'ici, on se croise les doigts, ne semble pas connaître la vague que l'on pouvait craindre. Mais l'impact social, économique de la pandémie est déjà bien présent, à l'exemple du Mali. Nous avons joint à Bamako Martin Faye. Il dirige la rédaction de Studio Tamani, une station indépendante créée en 2013 par la fondation suisse Hirondelle. C'est une correspondance recueillie par Elsa Anguinolfi. À Bamako, la vie continue. Les frontières et les écoles maliennes sont fermées, mais l'économie ne peut pas se mettre à l'arrêt. Nous sommes dans des économies où la plus grande part, 80% pour le Mali, relève du secteur informel. Alors, comment confiner des gens qui vivent au jour le jour, qui se lèvent le matin, qui sortent de chez eux et qui vont faire de petits boulots pour gagner leur journée et nourrir leur famille pour ce jour-là? Martin Faye dirige Studio Tamani, créé par la fondation suisse Hirondelle. La rédaction produit des programmes repris par 75 radios locales. Ces journalistes suivent au jour le jour l'évolution de l'épidémie et ses conséquences sociales. Il y a toute une interruption de flux économiques. Les marchés sont restés ouverts, bien évidemment, mais on a vu que les prix sont très vite montés à la hausse. Il faut dire aujourd'hui que la plupart des Maliens tirent vraiment le diable par la queue. Même les fonctionnaires, même les salariés. Un mal de plus, de trop dans ce pays au cœur du Sahel en guerre. Depuis 2012, des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés, une crise politique qui n'en finit pas, malgré le maintien des élections législatives en pleine épidémie.
les autorités avaient fait le choix de ne pas faire empirer plus que ça la crise politique. Ils ont fait le choix d'aller vers les élections en tentant de mettre en place les mesures barrières pour protéger les électeurs contre le Covid. Hélas, on a vu que ça n'a pas tout à fait marché. 15 jours après le premier tour, il y a eu une flambée de cas issus probablement des bureaux de vote. Le Mali reste relativement épargné. 900 cas, une cinquantaine de morts à la mi-mai selon les chiffres officiels. Le couvre-feu nocturne a été levé, mais la menace persiste. Selon l'OMS, l'Afrique pourrait compter jusqu'à 190 000 morts la première année de l'épidémie. La semaine prochaine, nous recevrons sur le plateau de Géopolitis le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge. Au-delà de l'urgence de l'épidémie, quel défi pour l'action humanitaire dans un monde divisé et appauvri par cette crise. Je tiens enfin à remercier la rédaction, les équipes techniques, réalisation, graphisme, montage, mixage qui ont permis à Géopolitis de revenir sur vos écrans. Merci à vous de votre fidélité sur la RTS et TV5 Monde. À vous toutes et tous, une excellente semaine. À bientôt.